Oui, il n'y a pas de souci. Bah, je vous le mets dans le chat. Ouais, nickel. Super. Merci. Merci pour cette présentation. On va attaquer la dernière présentation avec Magali Rossi sur préserver la biodiversité forestière. Oui. C'est parti. Merci. Vous m'entendez? On n'entend pas. On a un petit problème de son. Ça y est. Ok. Ça marchait évidemment bien jusqu'à présent. Pourquoi j'arrive pas à voir ça? Pourtant, mon micro est allumé, donc est-ce que c'est le... C'est bon, c'est on a bon. le son là. Ah, ouais, on a le super. son, y a pas de souci. J'ai fermé tout ce que je pouvais d'Internet. Donc, merci et merci pour les présentations de ce matin. C'était très intéressant. Je vais vous présenter un projet qu'on a conduit en partenariat avec le WWF. Donc, il y a Laurine qui est là aussi, qui pourrait éventuellement m'aider pour les réponses aux questions après. Et puis, International Paper. Donc, on a développé, donc je vais vous présenter l'origine du projet. On a développé une boîte à outils pour les hautes valeurs de conservation. Donc, les hautes valeurs de conservation qui sont un concept qui est dans le référentiel FSC. Ah oui, j'aurais peut-être dû commencer par me présenter. Donc, je suis Magali Rossi et je travaille à FSC France, qui est donc le label de certification FSC, enfin l'association qui pilote le développement du label de certification FSC au niveau de la France. En tant que chargée de mission forêt. Et du coup, on a un principe dans le référentiel de gestion forestière FSC qui s'applique à la France métropolitaine, qui demande à identifier, à prendre en compte dans sa gestion et à suivre ce qu'on appelle les hautes valeurs de conservation. Donc, ces hautes valeurs de conservation, elles concernent soit des enjeux environnementaux, donc des espèces, des habitats particuliers, ou des enjeux culturels. Ça peut être aussi des sites historiques qui ont une valeur importante pour les populations locales, etc. La boîte à outils qu'on a développée là et que je vous présente rapidement ce matin, elle va concerner que les hautes valeurs de conservation environnementale, donc les espèces et les habitats d'intérêt particulier. L'objectif de cette boîte à outils était d'améliorer la prise en compte donc, de la biodiversité forestière, en l'occurrence plutôt la biodiversité remarquable dans la gestion forestière. Et elle peut aussi servir à faciliter la reconnaissance des services rendus par les gestionnaires forestiers par rapport justement à la prise en compte de cette biodiversité dans leur gestion. Donc, ce projet, on le développe depuis 2018 avec donc, le WWF et International Paper. On espère qu'il sera totalement mis en ligne au mois de janvier. Il a été réalisé, donc on s'est partagé un peu la rédaction des documents, même si le plus gros du travail a été fait par le WWF. Et de nombreux experts ont relu nos documents, en particulier les fiches espèces que je vais vous présenter après, avec des spécialistes de chacun des taxons. Donc, cette boîte à outils, elle comporte plusieurs éléments. Donc, bon, une petite introduction pour expliquer ce que c'est. Vous avez un module cartographique que je vais vous présenter juste après, un guide de prise en main qui explique généralement comment la boîte à outils s'organise, des fiches espèces, un catalogue d'indicateurs de suivi, un guide pratique pour pouvoir mettre en œuvre ces indicateurs sur le terrain, et puis un document qui va expliquer justement quelle démarche on a suivi et quelle méthode on a utilisée pour mettre en œuvre cette boîte à outils. Donc, ce diapo-là, c'est la même chose que la diapo d'avant, mais qui explique un petit peu les objectifs de chacun de ces documents. Le module cartographique va permettre de lister justement les espèces à haute valeur de conservation qui vont concerner la forêt sur laquelle on cherche à faire cette analyse. Les fiches vont permettre de comprendre comment gérer chacune de ces espèces. Il y a un autre outil qui ne figurait pas dans la diapo d'avant parce qu'il n'est pas encore finalisé, mais qui va être des fiches outils de gestion. Donc, ça va être, on a pris par exemple la mise en place d'une trame d'îlot de sénescence et on a essayé de faire un peu la démarche inverse, de montrer en quoi cet outil pouvait être utile à la biodiversité avec des exemples. Donc, on aura une dizaine de fiches outils de gestion qui sont en cours de finalisation. Je vais rentrer directement dans le détail. Donc, en gros, on a essayé cette boîte des grandes étapes pour la prise en compte de cette biodiversité dans la gestion.
première étape étant justement d'identifier cette biodiversité HVC avec la mise en place de ce module cartographique. Donc, le module est déjà en ligne, même s'il n'est pas encore raccroché au site FSC France et à l'ensemble de la boîte à outils. Donc, je vous montre juste, normalement, si je change de fenêtre, vous voyez toujours mon écran, si ça fonctionne. Je ne vous vois pas et je ne vous entends pas, mais je vais supposer que ça fonctionne. Donc, vous pouvez vous rendre sur ce lien, zoomer sur une carte, la partie de la France qui vous intéresse. Là, j'ai zoomé sur les Vosges, puisqu'on était censé se trouver là-bas aujourd'hui. Et ça apparaissent les sites Natura 2000 et les SNIEF de type 1, qui sont les deux éléments clés qui sont à considérer par le référentiel de gestion forestière FSC. Quand vous cliquez sur ces sites, vous avez un menu déroulant qui s'ouvre avec l'ensemble des espèces qui sont considérées comme prioritaires dans la boîte à outils. Donc, cette priorisation, elle a été faite par le WWF de chacun des taxons. Ce sont uniquement des espèces forestières et des espèces qui ont des enjeux de conservation parce qu'elles sont impactées par la gestion forestière et parce qu'elles sont donc importantes, notamment du fait qu'elles soient déjà désignées SNIEF ou Natura 2000. Pour toutes ces espèces prioritaires, donc on en a à peu près un peu plus de 60, enfin entre 60 et 80, on a réalisé donc avec les partenaires du projet des fiches. Donc quand vous cliquez sur le petit symbole là, ça vous permet d'ouvrir ces fiches espèces. Qui vont s'organiser. Alors, je vais juste vous la présenter après, puisque c'est ma diapo suivante. Donc, vous pouvez ouvrir ces fiches. Ensuite, la deuxième étape, donc là, voilà, ça vous permet d'identifier, en gros, grâce à ce module carto, si j'y reviens, toutes les espèces qui sont importantes. Et puis, vous avez aussi les habitats. Donc, on n'a pas fait de fiches et de travail spécifique sur les habitats. Pardon, j'ai rezoomé sur le même site. Si j'en prends un autre, voilà, vous avez de la même manière tous les habitats déterminants des sites SNIEF et des sites Natura 2000 qui s'affichent et que vous devez prendre en compte dans votre gestion. Mais ça, on n'a pas fait de travail particulier sur les habitats pour le moment. La deuxième étape, ça va être, vous savez quelles sont en l'occurrence les espèces qui sont présentes dans votre forêt, qui sont potentiellement présentes dans votre forêt, et de savoir en quoi votre gestion peut les impacter. Donc, savoir quel est son habitat et son micro-habitat, et quelles sont les recommandations de gestion qui vont permettre de favoriser le développement ou le maintien de ces habitats et de ces micro-habitats. Et donc, voilà, donc pour l'exemple, une fiche, vous avez là le grand tétra avec les caractéristiques de l'espèce, sa répartition. Et donc, on a essayé d'être vraiment le plus précis possible sur la description de l'habitat et du micro-habitat, de manière à avoir des recommandations de gestion, pareil, le plus précises possible. Donc, pas uniquement dire, comme ça a été parfois le cas par le passé dans les fiches, dans les cahiers d'habitat, de dire qu'il fallait garder des vieux bois, du bois mort, mais essayer de cibler l'espèce concernée, le diamètre concerné, et d'avoir des valeurs chiffrées autant que possible, et d'avoir aussi une priorisation de ces actions favorables en fonction de leur caractère vraiment indispensable pour l'espèce ou intéressant, mais pas forcément essentiel. Ça pourrait aussi guider le gestionnaire et avec pareil, essayer de mettre les dates les plus précises possibles par rapport aux périodes de non-intervention, etc. La troisième étape, donc on a identifié nos espèces, on sait de quoi elles ont besoin. Il va falloir faire un état des lieux initial de la potentialité d'accueil de notre forêt. Et puis par la suite des suivis pour vérifier que la gestion qu'on a faite corresponde bien, enfin permette bien à minima de maintenir et au mieux de restaurer l'état de conservation de cette espèce. Donc c'est là qu'on a ces indicateurs ce catalogue d'indicateurs de suivi, sachant que la méthodologie se base sur des choses qui existaient déjà, à savoir l'IBP et l'indice de naturalité qui avait été développé par le WWF pour ceux qui le connaissent. Donc, on est reparti de ces choses-là avec quelques petites adaptations pour coller aussi aux exigences du référentiel FSC. Donc, on peut sélectionner dans ce catalogue les indicateurs qui vont correspondre à nos enjeux sur notre forêt. Donc, vous avez à chaque fois, en fait, comment se définit l'état de conservation d'une espèce, des propositions d'indicateurs de suivi. Alors là, c'est un mauvais exemple parce que sur la fiche TESA, comme c'est vraiment une espèce importante, il y a des protocoles plus précis, mais sinon, on va lister, comme c'est le cas là sur la diapo, des indicateurs qui peuvent être intéressants pour chacune des espèces.
Ensuite, il y a la phase, donc vous avez votre fiche de terrain où vous avez sélectionné les indicateurs qui vont correspondre à vos enjeux. Vous allez les relever sur le terrain. Et donc, pour ça, on a refait un petit guide pratique. On a essayé d'être assez synthétique. On renvoie pas mal justement vers les documents IBP qui existent déjà et puis le guide de l'indice de naturalité qui existe déjà. Mais on a essayé de les résumer dans un seul et même document pour éventuellement le mettre dans votre sac quand vous partez sur le terrain et l'avoir sous la main s'il y a un doute quant à la manière, la méthode de relever ces indicateurs de suivi. Et puis la dernière étape, une fois qu'on a fait les tailles justement initiales de sa forêt, ça va être de vérifier si son itinéraire sylvicole permet bien de maintenir ces espèces ou ces habitats, et si soit c'est trop coûteux, donc il va y avoir une recherche de financement qui pourra se faire avec différents moyens, soit c'est pas possible parce qu'il y a des impacts négatifs, et dans ce cas, il faudra choisir un autre itinéraire sylvicole. Voilà, et donc passer l'état initial, évidemment, des suivis qui doivent être faits. Donc dans le cadre du référentiel FSC, il y a un suivi, on va dire, il y a un contrôle annuel en fait qui est fait par les organismes certificateurs et des suivis annuels qui sont faits par les gestionnaires forestiers. Après, le pas de temps de suivi, il est vraiment adapté à vos enjeux. Si par exemple vous êtes sur quelque chose qui va supposer de restaurer la stratification verticale de votre peuplement, c'est pendant un an où vous allez pouvoir forcément voir la différence. Donc, vous adaptez en fait le pas de temps de suivi à ce que vous suivez réellement sur le terrain. Je ne vais pas regarder l'heure, mais c'est ma dernière diapo, donc je pense que je suis à peu près dans les temps. En conclusion, donc, cet outil, il s'adresse en premier lieu aux gestionnaires forestiers FSC, puisque l'idée est de les aider à appliquer le principe 9 du référentiel, mais n'importe quel gestionnaire forestier peut tout à fait s'en servir. Tous les outils seront mis en ligne gratuitement sur le site FSC France dès qu'on les aura terminés, donc a priori au plus tard mi-janvier. Même si, comme je vous disais, le module et les fiches espèces sont déjà en ligne. On a aussi, dans le cadre de l'appel à projet Map Biodiv auquel on a répondu avec le WWF, obtenu des financements, et on va donc faire des formations en région, si on peut ressortir un jour de chez nous, et en ligne pour voilà, expliquer cette boîte à outils un peu plus dans le détail, et puis surtout faire des formations en forêt avec le catalogue des indicateurs là dont je vous parlais, et puis tester vraiment comment ça se passe sur le terrain. Et on utilise aussi cette boîte à outils. On a, alors ça, je ne vous en parle pas maintenant parce que je n'ai pas le temps, mais on a une procédure FSC qui permet de valoriser les services rendus par les forêts, et notamment la biodiversité, même si ce n'est pas un service en soi, mais plutôt un service support. Et avec du coup un suivi très fin qui est demandé sur ces enjeux biodiv. Et donc cette boîte à outils peut aussi aider les gestionnaires à remplir, on va dire, ces exigences-là. Donc cette valorisation des services rendus, ça peut être une valorisation d'image, mais en général, on parle plutôt de valorisation aussi financière, et donc de prétendre à des financements. Plutôt, on s'oriente vers des partenariats financiers avec des entreprises privées, mais ça peut être aussi avec des collectivités publiques, et ça peut être aussi dans le cadre des mesures compensatoires, d'où mes questions sur la présentation précédente. Voilà. J'ai fini. Peut-être que j'ai peut-être été rapide, mais ça laisse plus de temps aux questions, et du coup, c'est peut-être pas plus mal en soi. Parfait, ouais. Merci bien. Du coup, il nous reste 15 minutes de questions. Il y en avait quelques-unes dans le chat. Allez, on commence alors, et puis on lancera les autres questions. Alors, sur les fiches espèces, alors la première question, c'est est-ce qu'il est possible de récupérer ces fiches sur un document unique, ou est-ce qu'il faut aller les chercher une après l'autre? Non, ce sera possible. En fait, l'idée, c'était de mettre en ligne toute la boîte à outils directement, mais comme on prend pas mal de retard dans le projet, on s'est dit qu'on allait au moins mettre à dispo le module carto qui était à peu près finalisé. Par contre, on aura une page FSC France sur le site FSC France dédiée à cette boîte à outils avec tous les éléments, dont un fichier global avec toutes les fiches espèces. D'ailleurs, il y aura un sommaire cliquable où on regroupe les espèces par grands groupes, pas par taxon au sens scientifique du terme, mais par grands groupes, et où on pourra aller directement sur l'espèce concernée. Malheureusement, moi, je l'ai, mais il n'est pas encore en ligne. Voilà. Ce sera à peu près mi-janvier. Je pourrai informer RNF qui relaiera l'info à ce moment-là. Ok, et du coup, dans la poursuite sur cette notion d'espèce, toutes les questions arrivent en même temps. Alors, du coup, je les lis pas. Ça va trop vite, allez-y doucement. Du coup, combien il y a de fiches espèces dans la base de données, et combien concernent les coléoptères?
safroxylique. Et je continue en demandant aussi quels sont les groupes taxonomiques les plus ciblés. Alors, Laurie me complétera si je me trompe sur les chiffres, parce que je crois qu'on a 65 fiches espèces. Les 2 plus gros groupes sur lesquels on en a le plus, c'est les oiseaux et les chauves-souris, où on a de mémoire à la louche une vingtaine de fiches espèces oiseaux et 17, je crois, chauves-souris. Les coléoptères safroxyliques, on en a 4 de mémoire, 4 ou 5. Et sinon, on a tous les taxons représentés. Les fiches flore ne sont pas encore faites, mais on a pour l'instant mousse, lichen, amphibiens, mammifères hors chauve-souris, donc chauve-souris, oiseaux, coléo et papillons. On a 2 espèces de papillons. Voilà. Mais tout ça sera donc très rapidement en ligne. Et Laurine, si je me suis trompée, n'hésite pas à compléter dans le chat. Et il y avait une autre question ou non, j'ai répondu. Oui, il y en a encore d'autres. Hein, ouais. Oui, non, mais sur les 3 là, c'était voilà. Il y en a encore d'autres. Alors, est-ce que le cahier des charges est téléchargeable sur le site internet? Alors, le cahier des charges, je pense qu'on parle du référentiel de gestion forestière. Alors, lui, par contre, il est bien sûr en ligne. Donc, je vous enverrai le lien si c'est trop compliqué pour le trouver sur la page. Mais alors, je vous recommande, le référentiel FSC France, il n'est pas simple à lire. On a fait un guide qui explique en fait le référentiel FSC. En gros, il faut le voir comme un outil pour les organismes certificateurs en grille d'audit. Du coup, à lire, c'est pas forcément super aisé. Vous pouvez le lire, il n'y a pas de souci, mais je vous recommande plutôt de parcourir le guide d'application du référentiel qui reprend toutes les exigences FSC, mais sous une forme un peu digérée et un peu plus agréable à lire, on va dire. Je vous envoie le lien où vous pouvez trouver ces 2 documents et vous lirez ce qui vous intéresse. Okay. Alors, double question de Anna du CBN et à la limite, je veux bien qu'elle complète parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Y a-t-il aussi des habitats HVC et des fiches spécifiques par rapport au suivi? Et est-ce qu'il y a des massifs HVC également, peu importe l'habitat? Oui, alors il y a effectivement des habitats HVC, alors que ce soit des habitats d'espèces ou des habitats tout court, puisque donc tous les habitats déterminants SNIEF1 et les habitats Natura 2000 sont considérés comme à haute valeur de conservation. Après, on n'a malheureusement pas eu le temps de faire des fiches sur les milieux naturels associés à la forêt, donc pas les milieux forestiers. On a des recommandations de gestion générale pour les gestionnaires forestiers, donc ce sera notamment dans les fiches outils de gestion qui sont en cours de finalisation. Donc ceux-là, ils sont supposés ne pas être impactés par les gestionnaires forestiers. Sur les milieux forestiers en tant que tels, c'est là où on trouverait intéressant aussi justement d'avoir des fiches un peu précises comme on l'a fait pour les espèces, mais on n'a pas eu le temps d'en faire. Donc voilà, ce sera peut-être un outil à faire par la suite ou après, on n'a pas non plus vocation à développer tous les outils, mais à faire référence à ces outils-là si jamais ils existent, quoi. Ok, et donc pardon, je complète, c'est Anna qui posait la question. Oui. Et du coup, il n'y a pas de HVC pour des sites de maturité remarquable, de maturité biologique remarquable, par exemple. Alors, je pense qu'on pourra peut-être en rediscuter après, parce que je ne vais pas avoir le temps d'expliquer dans le détail, mais en gros, sur les HVC, il y a des trucs qui sont imposés de manière formelle par le référentiel, donc les SNIEF1, les sites Natura 2000, et il y a des choses qu'on appelle de la biodiversité, des HVC additionnels, qui peuvent être rajoutés par le gestionnaire forestier, soit de son choix propre, soit de sa concertation avec ses parties prenantes. Donc, par exemple, si dans le territoire du certifié, il y a un PNR, une réserve, un CBN, un CEN, qui lui dit, nous, à l'échelle de notre territoire ou à l'échelle de cette forêt-là, il y a tel type d'habitat qui est important à prendre en compte, évidemment, ça peut être ajouté à la liste des HVC, même s'il n'y a pas de SNIEF1 ou de site Natura 2000. Donc, mais je pourrais peut-être vous expliquer mieux ça, si vous voulez, parce que c'est un... Voilà. Ok, ça marche. Merci. On continue? Oui. Allez. Question de Bertrand. Est-ce que vous pourriez donner quelques rapides éléments de comparaison entre FSC et PEFC? Oui, alors je ne suis pas la mieux placée pour faire cette comparaison. Et puis ça risque d'être long. En gros, les différences, c'est sur les enjeux environnementaux en l'occurrence,
c'est qu'on a beaucoup plus d'obligations chiffrées et contrôlées et donc et éventuellement sanctionnées si ça ne répond pas, notamment sur, je vais juste prendre cet exemple et puis si on veut d'autres choses, il y aurait pas mal de choses à dire, mais sur les histoires d'îlots et d'arbres habitat, donc on a repris les exigences ONF, à savoir 1% de la forêt en sénescence, 2% en vieillissement minimum, 2 arbres habitat par hectare avec un objectif de long terme de 5 par hectare, qui sont contrôlés et qui sont obligatoires tant en forêt publique qu'en forêt privée, sur toutes les forêts FSC. Et il y a cette question des hautes valeurs de conservation et de la prise en compte des NIF1, notamment, enfin des espèces déterminantes et des habitats déterminants NIF. Et il y a pas mal de choses, notamment sur la gouvernance du système, qui serait intéressant de mettre en avant. Mais là, ça va être un... Et puis, ouais, enfin, il y a pas mal de choses. Aussi sur la prise en compte des essences exotiques, voilà, il y a certaines règles qui s'appliquent, mais ça serait un peu long à détailler là. Mais pareil, je mettrai mon mail dans le chat. Et s'il y a des questions... On est en train de perdre Magali. Ah mince. Magali. Je coupe ma vidéo, peut-être que ça ramera moins. Parfait. On t'entend pas, Magali. Je suis désolée. Je ne sais pas quoi faire. C'est bon. C'est bon. Désolée. Alors, est-ce qu'il existe une liste des forêts certifiées sur le site web? Il ne va pas y avoir de liste. Par contre, vous pouvez avoir accès à toutes les structures certifiées et moi, je peux vous envoyer une carte par mail. Donc, ouais, c'est pas disponible sur le site FSC France, c'est disponible sur le site FSC International. Je vous envoie comment y accéder dans le chat. Mais oui, c'est possible. Ok. Alors, si quelqu'un veut intervenir, hein, n'hésitez pas. Sinon, je continue. On revient peut-être un peu sur les espèces avec 2 questions. Comment les espèces ont été choisies et comment les habitats et micro-habitats ont-ils été identifiés par espèce? À quelle échelle notamment? Alors, les espèces, elles ont donc été choisies par rapport au fait qu'elles soient... Donc, elles ont été choisies parmi les espèces déterminantes NIEF et Natura 2000 sur les espèces forestières et en fonction, comme je disais, de leurs enjeux par rapport à leur impact, l'impact de la gestion forestière sur leur état de conservation et les enjeux de conservation. Donc, c'est une priorisation que le VVF a faite, qui a été validée par les experts de chacun des taxons. Et de la même manière, la description des habitats, micro-habitats, ça s'est fait. Le VVF a fait une première rédaction sur la base de synthèse biblio et ensuite a fait valider chacune des fiches par des experts de chaque taxon. Experts qui le tableau avec tous les experts chacune des fiches, il y a l'expert relecteur qui est cité et par ailleurs tous les experts qui ont relu ces fiches sont cités dans le document démarche et méthode qui explique comment on a fait cette boîte à outils. Merci. Il n'y a plus de questions sur le chat. Il y avait encore une remarque sur le fait qu'il aurait été intéressant d'avoir une cartographie des 10% minimum d'aires de conservation et du pourcent d'îlots de sénescence. Je ne sais pas s'il y avait une question liée à ça. C'est une cartographie à l'échelle de la France ou... C'était plus une remarque. Alors, je ne sais pas, peut-être que Cédric pourra compléter son propos. Mais, oui, bonjour. C'était... Enfin, je suis animateur Natura 2000 sur un site rivière avec une exploitation labellisée FSC ou en cours de labellisation. Et c'est vrai que pour des cohérences de gestion, pour avoir des entités de gestion de conservation avec des propriétés voisines et avoir des îlots de plus grande superficie, ou alors pour mettre en place des protocoles de suivi d'espèces lorsqu'on sait qu'on a des entités qui sont préservées sur le long terme, ça peut être intéressant d'avoir cette information-là, voilà, de savoir au moins à l'échelle d'un site Natura 2000, qu'est-ce qui est préservé comme entité, quoi.
D'accord, alors ça c'est intéressant. Je pense que c'est effectivement quelque chose à voir avec les gestionnaires. En fait, le gestionnaire a une carte de ses îlots. Enfin, alors les 10%, a une carte de son réseau de conservation, donc de ces 10% qui inclut les îlots. Donc ça, chaque gestionnaire forestier l'a. C'est vrai que par contre, c'est pas une carte publique. Par contre, étant donné que vous êtes partie prenante de pas mal d'ailleurs de gestionnaires certifiés dans votre cas, c'est une demande que vous pouvez faire aux gestionnaires, puisque eux sont obligés de fournir cette carte à leur organisme certificateur. Donc, ils sont obligés de la construire, donc ils l'ont forcément. Donc, a priori, si vous leur demandez, ils doivent pouvoir vous la transmettre. D'accord. Mais nous, on ne la collecte pas à l'échelle nationale. Mais par contre, à l'échelle de chaque certifié, elle est disponible. Ok, merci. Je reviendrai vers eux du coup. Oui. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir, poser une dernière question? Bon, très bien. Peut-être qu'on va pouvoir… Merci beaucoup Magali pour cette présentation. Merci à vous. Merci à l'ensemble des intervenants. On va peut-être conclure du coup plus ou moins cette session. Merci donc à l'ensemble des intervenants pour ces présentations et ces retours, ces riches retours d'expérience. Merci à mes deux co-animatrices pour leur aide pendant ce premier webinaire. Et puis merci beaucoup aussi à Nicolas encore et à Eugénie pour la gestion et l'organisation de ce premier webinaire. Vous avez fait un super travail, donc merci beaucoup à vous deux. Merci à l'ensemble des personnes qui étaient présentes aujourd'hui pour suivre ce premier webinaire. Alors, je ne sais pas quels sont les derniers chiffres, mais en tout cas, il y avait une petite estimation sur les 88 participants, 45% de femmes ont participé normalement, dont 63% également d'adhérents et 57 réserves naturelles étaient représentées aujourd'hui pour les petits chiffres du jour. Voilà. On va vous faire parvenir le compte-rendu de ce webinaire et puis la vidéo sera disponible également. Alors, je ne sais pas quelles sont les modalités. Peut-être, Nicolas, tu pourrais nous en dire un petit peu plus. Oui, tout à fait. Ce qui est envisagé là comme compte-rendu, c'est donc les diaporamas de l'ensemble des intervenants et des intervenantes ainsi que leur résumé. On a prévu également d'avoir la vidéo des interventions qui seront découpées et mises sur le compte YouTube de RNF. Et puis, il me semble que c'est tout. Et puis, le résumé des échanges aussi, là, donc il y a à la fois les questions qui ont été posées sur le chat, mais également les réponses que Jenny et moi nous sommes occupés de retranscrire aussi dans un compte rendu et auquel vous aurez bien entendu tous accès. Parfait. Peut-être qu'avant de clore, enfin en tout cas moi je serais assez intéressé par, même si je vois que les commentaires sont plutôt positifs, ouais, sur les retours un peu à chaud et de savoir de quelle manière en fait on pourrait utiliser un peu ces webinaires en complémentarité avec les rencontres physiques, hein, qui on le sait en tout cas dans notre réseau en particulier sont particulièrement essentielles. Donc c'est pas l'idée, c'est pas de remplacer les rencontres physiques par les webinaires, mais je ressens en tout cas qu'il y a peut-être un intérêt à ce qu'on les utilise davantage et du coup ne pas avoir qu'une seule réunion par an, mais peut-être quelques petites réunions sur des thématiques précises, voire sur les retours d'expérience, et puis une grosse réunion physique comme on fait habituellement. En tout cas, je ressens que c'est quelque chose qui pourrait être davantage davantage utilisé. Et la question que je me posais aussi, c'est les prochaines thématiques, donc ces changements thématiques et libre évolution, mais s'il y avait des thématiques ou des éléments relatifs aux actions du pôle forêt que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez avoir des infos, c'est également quelque chose sur lesquels on peut réfléchir. Je sais que par exemple que Jenny a prévu un webinaire sur le PSDRF, simplement pour dire où on en est, il y a combien de sites, c'est quoi les chiffres. Ça, je sens que c'est quelque chose qui peut aussi potentiellement intéresser. Donc voilà, si vous avez des retours à chaud, on a éventuellement 5 minutes pour en discuter. Je reprendrai également ceux qui sont dans le chat, mais pour ceux et celles qui souhaitent le dire à l'oral, n'hésitez pas.
beaucoup de commentaires sur le chat, mais personne n'ose prendre la parole. Oui, parce que là, j'ai abandonné de reprendre tous les commentaires sur le chat, vous m'excusez. Il me semble qu'il y a une question de Johan, mais je ne suis pas sûr. Il y a peut-être juste une question de Johan auquel tu pourrais répondre. Oui, excusez-moi, j'ai parlé en grec, là, je viens de m'en rendre compte en relisant. Donc, je ne suis pas sûr que vous ayez compris ni les acronymes, ni la question en tant que telle. Donc, toutes mes excuses. J'ai écrit rapidement, en fait. Juste, il y a un recrutement qui est en cours au sein des RNF par rapport à un chargé, on va dire plutôt sigiste, pour développer un module PSDRF via l'outil GeoNature. Du coup, moi, je suis très intéressé, mais je pense que ça intéresse d'autres. Très intéressé parce qu'on est nous-mêmes sur GeoNature. Et du coup, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oui, bien sûr. En fait, vous le savez, en tout cas pour ceux qui utilisent le PSDRF, qu'on a longtemps fonctionné avec des fichiers Excel et du coup une centralisation des analyses à RNF. Et l'idée, en fait, c'est de développer une plateforme qui permette à chaque opérateur d'avoir accès à ces données, de les corriger et d'avoir aussi accès à l'ensemble des outils de traitement. Aujourd'hui, on a fait sur R et qui pourront directement être repris sur cette plateforme. Donc, en gros, c'est de faciliter le travail de correction et d'analyse des données directement par les opérateurs en pleine autonomie, sans passer par RNF, et avec aussi la possibilité d'avoir sur cette plateforme une sorte de vitrine qui montre le nombre de données qui ont été relevées, les quelques indicateurs principaux, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose sur lesquels on souhaite travailler depuis un petit moment et on a reçu dernièrement des financements, notamment des deux ministères, agriculture et écologie, qui nous permettent d'envisager le développement en 2021 pour un déploiement en 2022. Ok, merci. Ben, c'est une excellente initiative. Bon, très bien. Bah, merci à tous en tout cas pour vos retours. N'hésitez pas à nous faire des retours même à la suite par mail peut-être aussi sur cette première session de webinaire. On vous communiquera rapidement, je pense, les prochaines dates. Pardon. Les prochaines dates pour le prochain webinaire et puis pour une prochaine rencontre, mais cette fois-ci sur site et en vrai. Merci à tous et à bientôt du coup. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci, au revoir à tous. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Ouais, de même. Pareillement. Et pour tout le monde.